Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Yakikwa, le podcast enflammé qui vous dit tout sur le bois brûlé japonais, le yakisugi. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Debarneau, responsable R&D et commercial du groupe Corba, qui va nous présenter une scierie suisse pas comme les autres. Cette entreprise jurassienne en est à sa 4e génération qui impulse aujourd'hui des recherches sur tous les nouveaux types de traitement du bois. On découvre ça dans un instant, juste après le générique. Bonjour, je suis Guillaume de Soleco, spécialiste de la protection naturelle du bois par les huiles végétales et le feu. Retrouvez tous mes conseils sur mon blog sol-eco-huile.fr. Bonjour Jean-François et bienvenue dans ce podcast Yakikwa. Comment vas-tu ce matin? Bonjour Guillaume, très bien. C'est l'hiver ici, mais ça commence à être. On sent le refroidissement. Je crois que toi, tu es au soleil, donc c'est plus facile. Oui, effectivement, on a une petite différence climatique. Donc tu es dans le Jura suisse, hein, c'est ça, Exactement. là où est installée l'entreprise, le groupe Corba. Peux-tu nous présenter ce groupe? Alors, je dis petite parenthèse, on se tutoie, Jean-François, puisqu'on se connaît déjà depuis plusieurs années. On a pas mal travaillé ensemble sur l'utilisation et fait des tests avec l'huile de tongue sur le bois brûlé. Donc voilà, c'est bien sûr de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais pas que, car le groupe Corba a, je crois, plusieurs cordes à son arc aujourd'hui dans le monde du sciage. Voilà, donc le groupe Corba, c'est une entreprise, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de quatrième génération. C'est 80 collaborateurs sur 2 sites de production. Au niveau de la première transformation, c'est le site Corba, la maison mère à Vandelincourt, qui elle est spécialisée dans le sciage principalement de feuillus, chênes, frênes, hêtres, qui nous servent pour fabriquer entre autres les traverses de chemin de fer sur le 2e site de production, mais aussi vendre des sillages chez nos clients menuisiers et charpentiers dans toute la Suisse principalement. On va surtout parler du second site de transformation où moi je suis rattaché en tant que responsable commercial et responsable R&D. Donc au niveau de ce site-là, en fait, depuis la nouvelle génération, on fait des sites qui sont dédiés à un seul type de production. Avant, on sciait des deux côtés. Maintenant, on scie que sur le site de mer de la maison de Vandelincourt. Et ensuite, on fait tout ce qui est seconde transformation sur le site de Glovelier. D'accord. Et d'où vient alors le bois de la première transformation avant qu'on passe justement à la seconde transformation? Donc là, tu nous as parlé de chêne, de hêtre, de frêne. Ce bois vient d'assez proche de chez vous, hein, de près de chez vous, puisque vous êtes dans le Jura, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on est dans une enclave. La Syrie, elle est dans l'enclave de la Joie. C'est une enclave qui rentre un petit peu en France. Donc, on achète environ 50% des hêtres, des frênes, des chênes et les autres essences, les érables par exemple, sur Suisse, même voire un peu plus. Par contre, le potentiel forestier suisse, surtout pour les chênes, n'est pas assez important par rapport à la consommation et puis à la vente qu'on fait au sillage. Donc, on achète aussi des chênes en Haute-Saône, territoire de Belfort, et puis l'Alsace voisine. Ok, donc on est vraiment sur une ressource qui est, allez, on va dire, dans les 150 kilomètres autour de l'usine à peu près, c'est ça? Ouais, même moins, je pense au niveau des chaînes, même moins. À vol d'oiseau, beaucoup moins. On a l'Allemagne qui est pas trop loin, donc on n'achète pas en Allemagne, on achète en France et puis en Suisse. Les approvisionnements qui sont les plus loin, c'est plutôt la Suisse, du sud de la Suisse, côté Genève. On a un très bel approvisionnement avec Forêt Genève, par exemple, qui est un de nos très bons euh, Pourvoyeur de bois? fournisseurs de bois. D'accord. Ensuite, donc ce bois, vous le sciez, hein, pour Oui. alors quels usages, quel type, quels sont vos clients sur cette première transformation? Alors, les clients professionnels type menuisier, charpentier, ébéniste. Et eux, bah, ils nous prennent principalement des sciages, des plots, des avivés. Ensuite, on a des gros industriels, typiquement avec des frênes et des hêtres, où on livre des fabricants de lamellés collés pour faire du lamellé collé haute performance.
avec justement en bois dur. On Pour est... quel type d'usage alors des plans de travail ou de la charpente? C'est quoi Non, c'est de la exactement? charpente, principalement pour faire des Charpente. halles en bois dur. C'est lamellé-collé haute performance, c'est pour faire des cintres lamellé-collés euh, où les caractéristiques techniques et mécaniques sont nettement supérieures à des résineux, ce qui permet de diminuer énormément la section des bois. D'accord. Donc ça, Intéressant. c'est une grosse demande actuellement en tant que fournisseur à être Efren. Et puis ensuite, on a des industriels qui font du mobilier ou de la chaise ou des cuisines, par exemple. Et là, on livre des avivés de différentes essences. D'accord. Et puis après, évidemment, une grosse partie de la production des sillages de l'usine mère vont à l'usine de Glovelier sur le second site de transformation, parce qu'on a quand même une très grosse production de traverses de chemin de fer à Glovelier. On est le dernier chantier d'imprégnation de Suisse et on livre 100% des traverses bois sur la Suisse. D'accord. Traverse bois qui aujourd'hui, avec Alors, cette créosote qui est en cours d'interdiction en Europe, hein, est ouais. aussi très concurrencée par le béton. Oui, évidemment, concurrencé par le béton, mais le béton, c'est surtout par rapport à la fréquentation des voies et à la vitesse des trains qui maintenant circulent. Sur toutes les voies rapides, c'est tout le temps du béton. Il y a aussi l'acier qui revient un petit peu pour certaines voies. Mais quand en Suisse, on a énormément de petites compagnies de chemin de fer, des grandes, mais des petites aussi. Donc, quand il y a de la rénovation, le bois est très intéressant parce qu'en fait, il n'est pas très très lourd, à l'inverse du béton, mais ça nous donne une stabilité dans les voies et aussi des voies souterraines, par exemple des tunnels, où là c'est intéressant, il y a moins de vibration, phénomène de vibration. Oui, parce que du coup, on a un matériau qui absorbe mieux les vibrations que du béton qui va le conduire au sol, quoi, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et du coup, en s'intéressant à ce deuxième site à Glevelier qui fait des recherches aussi sur des nouveaux types de protection du bois, est-ce qu'on pourrait imaginer de remplacer cette créosote par autre chose qui permettrait d'avoir une performance du chêne et à nouveau que ça puisse concurrencer, parce que remplacer du chêne par du béton ou de l'acier, techniquement, bah, là on le voit déjà sur la vibration, c'est pas top, mais au niveau aussi du coût environnemental, par exemple, c'est pas génial non plus. Alors, aujourd'hui, on fait pas mal de recherche et développement. Il y a plusieurs programmes R&D qui sont faits en interne et en externe dans toute l'Europe pour remplacer la créosote qui, elle, sera sûrement à un moment donné, elle est encore autorisée pour quelques années, mais pour combien de temps, c'est assez difficile à savoir. Donc, toutes les usines font des recherches et développements. Aujourd'hui, on commence à avoir des pistes, mais c'est pas officiel du tout dans quelle direction ça va être mené. Le but, c'est quand Et, même de remplacer cette créosote qui a un gros avantage. Donc la créosote, juste pour expliquer, c'est un dérivé de la houille. Donc en fait, c'est un hydrocarbure qui sort des mines de charbon, qui est raffiné au premier raffinage. Donc c'est pas vraiment comme un goudron, c'est vraiment comme du pétrole, on va dire comme ça, qui sort de terre. Là, ça sort des mines. Alors, c'est polluant, oui, mais en fait, toutes les voies de chemin de fer, il faut bien comprendre qu'elles sont montées sur du balastre. Et lui, le balastre, il est recyclé. Donc, il est nettoyé quand il le nettoie. Donc, c'est une pollution qui est maîtrisée au niveau des chemins de fer. Et puis, chez nous, on est un site ISO 9001, 14001. Donc, toutes les places sont drainées. On a une station de décantation pour les eaux de ruissellement. Donc, c'est assez sévère de ce côté-là. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand c'est le fin de cycle de vie ou la récupération de ces vieilles traverses de chemin de fer, par exemple pour faire des bordures dans les jardins. Ça, c'est Alors, mauvaise idée. ouais, donc c'est interdit depuis déjà de nombreuses années, l'utilisation pour les privés. Après, pour le recyclage, c'est pas un produit qui est très difficile à recycler. Les usines pour fabriquer du béton, entre autres, sont très friandes parce qu'en fait, c'est un super combustible avec un hydrocarbure et une huile lourde. Par contre, il faut des filtres.
performant pour éviter d'avoir des fumées et puis récupérer les fumées. Ouais. C'est vrai que c'est la magie du béton, c'est qu'on peut mettre tout un tas de saletés dans le four à béton et on n'imagine pas en fait tout ce qu'on brûle là-dedans. Donc arrêter le béton, c'est clairement pas possible. On va se retrouver avec beaucoup de saletés. C'est compliqué, hein, l'écologie, c'est un petit aparté là, mais c'est vrai que j'ai étudié pas mal ça. Moi, je suis pro construction bois. Mais dans certains cas, il faut quand même garder le béton, par exemple pour les ouvrages d'art. Hein, techniquement, c'est faire un pont, un viaduc, c'est quand même plus simple en béton que en pierre façon aqueduc. Mais voilà, il y a ce coût environnemental du béton qui est quand même très très lourd dans le bilan carbone mondial. Et en même temps, il va falloir quand même garder quelques fours à béton parce qu'on ne pourra pas tout construire en bois et parce que on brûle aussi beaucoup de déchets, des déchets hospitaliers aussi par exemple, enfin tout un tas de trucs puisque c'est des fours à haute température, ça permet vraiment de tuer tout ce qu'il y a dedans et d'éliminer des déchets qui seraient vraiment problématiques. Ouais, et puis le Donc béton au niveau du sol, c'est intéressant, par exemple dans la construction bois, parce que ça nous rehausse. Il faut bien faire attention, c'est que le bois, il a le plus grand ennemi du bois, en fait, c'est l'humidité. Et donc, le but, c'est quand même de placer un maximum de bois. Ben, on est bien placé pour ça, mais par contre, il faut le mettre au bon endroit, à bon escient et correctement, une très bonne mise en œuvre. Et c'est pour ça que les plaques béton, par exemple, pour des maisons, c'est quand même assez intéressant. oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que il faut faire attention à ce pompage de l'humidité, donc toujours isoler le bois du sol nu, ça c'est clair. Voilà. Même des bois qui par ailleurs résistent bien, comme le chêne, hein, par exemple, mais c'est quand même mieux de l'isoler, ça c'est sûr. Donc ce site qui a été construit, qui a été ouvert quand, le site Alors, de il a plus seconde de, il a transformation, 100 le site de seconde transformation, il a plus de 120 ans, hein. Donc, d'accord. on fait du traitement depuis plus de 100 ans de fabrication de traverses de chemin de fer. Donc, on a pas mal de. Le site de seconde transformation est vraiment dédié au traitement. Donc, on a développé il y a 20 ans, avec un ingénieur qui était en interne chez nous, on a développé un bardage. On est les derniers en Europe à faire ça. On était deux avant, mais maintenant l'autre, il a arrêté. En fait, c'est un bardage 100% écologique. C'est un bardage éco-gris. Au niveau commercial, il s'appelle éco-gris. En fait, c'est un pré-grisonnement naturel dû à la pluie. En fait, c'est un micro-organisme, pour faire simple, c'est qu'on arrive à développer un micro-organisme sur les planches de bois et ça permet d'avoir des planches qui sont livrées directement grises, comme si elles avaient environ 6 ans en façade ouest. Ok. Et ça, effectivement, j'ai vu ce bardage. C'est intéressant parce que ça évite ce phénomène de neuf qui paraît ne pas durer avec le bois. Beaucoup de gens qui construisent en bois euh, redoutent en fait ce côté gris, alors que là, du coup, il arrive gris directement. Il n'y a pas de modification de la teinte et c'est une acceptation directe de l'état de finition final du bois, hein, sans. Est-ce qu'il est protégé du coup ce bois-là? C'est des bois, c'est du mélèze ou c'est quelle essence? Alors, Non, c'est un feuillu aussi? on a du sapin blanc ou du mélèze pour être un petit peu plus durable, mais le sapin blanc va déjà très bien. Il est un petit peu moins nerveux. On n'utilise pas d'épicéa chez nous. Le sapin blanc est plus durable. Pas autant que le mélèze, mais voilà. Mais le mélèze aussi est utilisé. Par contre, il faut bien faire attention, c'est que c'est vraiment l'idée de ce produit-là, EcoGris, c'est d'avoir un pré-grisonnement et ensuite que la patine, elle se développe d'année en année en fonction de l'orientation de la maison, de l'ouvrage et les protections constructives. Typiquement, les avant-toits, sur des façades sud ou ouest, on n'aura pas la même pluviométrie et en fait, le gris, il vient vraiment de la pluviométrie. Donc là, c'est vraiment plus ces bardages seront exposés à pluie, plus ils seront beaux. Parce qu'en fait, c'est la pluie qui amène le gris et le soleil qui amène le brun sur une façade de maison. Donc, typiquement, les bois brûlés, on les mettra sur les façades sud en haute altitude et là, ils seront très, très bien. Et des endroits très, très exposés, ben, on peut proposer par exemple un éco-gris. D'accord. C'est intéressant ça, du coup, l'effet. Et ce bardage, du coup, il n'y a pas besoin d'entretien. Ah non, c'est vraiment dans l'idée, même dans l'idée, c'est qu'on fasse jamais d'entretien.
on a 20 ans d'expérience, on a beaucoup d'ouvrages qui sont faits comme ça. Et en fait, c'est que le client, il accepte qu'il puisse y avoir des discolorations de brun sur les façades sud. Mais le but, c'est vraiment de laisser se patiner sa maison naturellement. Intéressant. Là, ça rejoint quelque part l'esprit wabi-sabi d'acceptation hein, du temps qui passe sur les Exactement. choses, de patine naturelle qui donne effectivement, en plus le mélèze, ça a une patine qui est vraiment presque argentée sur les vieux. Quand j'ai été effectivement visiter ton entreprise, enfin Corba, j'ai vu aussi, j'avais découvert, je ne connaissais pas ça, les vieux greniers suisses d'altitude Oui, tout qui à sont fait. donc Ouais. posés sur des pierres, hein, Oui. effectivement déjà pour les isoler, et qui sont en mélèze, je crois, pour la plupart, avec Alors, une suivant les patine. régions, ouais, ils sont en mélèze, ils peuvent être en mélèze en montagne, mais c'est vraiment important de bien. Ceux du Jura, par exemple, les chalets sont plutôt sur le gris, mais plus on monte en altitude, ben, évidemment, moins on a d'eau. C'est des chalets, des petits chalets à grains qui étaient bien protégés par des avantoirs importants. Et s'ils n'ont pas d'eau, ben, ils vont jamais venir gris. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour les gens aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se passera avec leur ouvrage bois, typiquement leur maison. L'eau sur les façades ouest amènera un gris et les façades très protégées en altitude ou façade sud où il y a fortement du soleil, on sera plus sur des bruns. Donc ça, je pense que c'est important que tout le monde comprenne vraiment que la durabilité de la couleur, je parle vraiment de la couleur, elle est vraiment due à la pluie ou à la non-pluie et la réverbération du soleil. Ok, c'est noté. Et effectivement, j'avais pas non plus conscience de aussi clairement que tu l'as exprimé. Là, ça, c'est vraiment intéressant de cette différence de teinte entre pluie et soleil. Peut-être parce que normalement, je suis en Bretagne et que la question se pose pas. Il Oui, oui, pleut tout à fait. presque de tous les côtés, Bah, en tout cas avec le vent. bah maintenant en Espagne, si tu regardes des vieux bâtiments, je pense que tu pourras voir que toutes les vieilles fermes, je pense qu'elles ont jamais de gris. Elles sont toujours brunies par le soleil. Effectivement, toutes les vieilles portes sont plutôt brunes. Tu as raison. Oui. Ouais, donc on se retrouve plus ou moins dans la même configuration que par exemple en France ou en Suisse avec des chalets d'alpage où on a une réverbération maximum en été et en hiver avec la neige qui reflète la lumière et qui brûle, qui continue de brûler les façades. D'accord. Ok. Très intéressant. Et alors, du coup, en dehors de ce bardage éco-gris, qui est vraiment Donc, très on a intéressant, de l'imprégnation au sel qui se fait depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années. C'est tout ce qui est pour l'utilisation pour le jardin, des piquets, des clôtures, des planches de barrière ou du mobilier extérieur pour les collectivités. Donc là, c'est une imprégnation au sel de cuivre. Donc le cuivre est un fongicide insecticide. Et ensuite, il est fixé dans les parois internes du bois, ce qui permet d'avoir une protection en profondeur pendant des années pour ces ouvrages qui sont soumis à fortes conditions climatiques, on va dire comme ça. et là, sur ces produits-là, on a quel type d'aspect, on Alors, a une coloration particulière? on est sur un vert ou sur un brun, ou au sel de cuivre vert ou sur de cuivre brun. On est sur des nouveaux sels, donc des nouveaux sels d'imprégnation de troisième génération. Il y a plus de bore, il y a plus d'arsenic depuis très très longtemps. Maintenant, on est sur des sels quaternaires, mais le produit actif, ça reste toujours du cuivre et avec un additif pour faire des brins. Par contre, c'est des produits qui sont moyennement stables en couleur. Parce qu'en fait, c'est un traitement, il ne faut pas mélanger la couleur et le traitement fongicide-insecticide. Là, on est sur vraiment de la protection fongicide-insecticide. Bien. Et puis ensuite, Là, on a après, on a mis en place dernièrement, justement, pour répondre à une forte demande de notre usine aussi, et puis à nos clients, un système de traitement de surface par pulvérisation. Donc là, c'est typiquement parce qu'on avait déjà beaucoup de lames de façade autoclavées, mais on ne pouvait pas donner aux clients la possibilité de choisir la couleur. C'était ouvert ou brun. Et comme la pigmentation n'est pas stable, au niveau de la direction, il y a eu une décision de proposer autre chose. Donc on a mis en place une unité complète de finition de couleur
Donc aujourd'hui, on travaille avec des produits la plupart du temps, avec des produits non filmogènes. C'est des produits, c'est de l'aquadex, c'est des saturateurs. On travaille avec des saturateurs. L'inventeur du saturateur, c'est le groupe Durieux en France, hein, qui est distribué sous différents noms, Durieux, Aquadec ou Ovatrol aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un produit qui a l'avantage de ne pas laisser une peau dessus. C'est vraiment une saturation de la fibre. Et ce qui est très, très intéressant pour nous, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de bardage autoclavé avec saturateur pour le code couleur derrière. Donc, on a vraiment une lame haut de gamme de façade. Donc c'est un saturateur qui contient des pigments à l'intérieur, c'est ça? Alors, c'est une pigmente, le saturateur, en fait, est on va dire comme ça, comme un colorant, parce qu'en fait, il n'y a pas de protection fongicide, insecticide dedans, ou très, très peu. C'est vraiment pour donner une couleur, une belle couleur, depuis les gris argentés, les gris bruns, et puis monter jusqu'au plus foncé, noir, jusqu'à noir, par exemple. D'accord, on n'est pas sur des couleurs flashy, style bardage bleu, rouge, etc. On est Non, 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 c'est que sur la des bruns. reproduction des tons entre vert et brun Voilà, jusqu'à noir. exactement. Ok. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que moi je suis pas un grand fan tu le sais, hein, Oui, oui, tout à fait. des comment des Traitement de surface. saturateurs. Mhm. Traitement de surface, bon, c'est vraiment moi j'essaye de trouver des produits vraiment simples. Je sais pas quelle est la durée de vie par exemple de ces traitements-là et comment ils se fatiguent sur un bardage, par exemple, comment ils se lessivent, qu'est-ce qu'ils peuvent relâcher, etc. C'est ça, ça m'intéresserait de savoir. Mais je ferai ma recherche de mon côté, c'est pas le sujet de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre Et alors, après, du on coup, a en qui se traitement? rapproche du bois brûlé. En fait, il y a déjà pas mal d'années, on a mis en place aussi une cuve de traitement thermique. Donc là, la grosse différence entre un bois brûlé et un bois traité thermiquement. Donc, dans les bois traités thermiquement, j'entends toute la grande famille des bois chauffés, qui vont depuis les bois, les vapotraités, les thermotraités, ou les étuvés. On peut les faire de différentes façons. Mais pour expliquer un petit peu, c'est qu'en fait, on met le bois dans une cuve d'autoclave, on le protège pour pas qu'il s'enflamme, nous, on le protège à la vapeur. Donc là, la cuve est complètement fermée et le bois est sous vapeur. Ça évite qu'il s'enflamme. Et ensuite, on chauffe le bois à plus ou moins longtemps, à plus ou moins haute température jusqu'à environ 160 à 170 degrés pour lui rendre et lui donner cette couleur un peu plus ou moins caramel jusqu'à brun foncé. Et en fait, dans le process, c'est qu'en fait, on brûle les sucres qui sont à l'intérieur, les nutriments, et ça fait un changement moléculaire. Et comme ça, les insectes ne reconnaissent pas le bois traité thermiquement comme du bois, en fait. Oui, on modifie la cellulose et ça le rend inappétant effectivement pour les insectes xylophages. Hmm. Pour les champignons aussi également, hein. Oui. C'est le même intérêt. Et effectivement, ce traitement thermique, il se rapproche, là, on s'achemine petit à petit vers le yakisugi. Voilà, donc la grosse différence, c'est que le traitement thermique, il est complet, il est tout en profondeur, alors que le bois brûlé, que chez nous on appelle bardage, pour faire une résonance, on avait l'éco gris et on a choisi éco noir au niveau commercial. Donc l'éco noir, en fait, c'est un bardage en bois brûlé, mais la différence, c'est que là, on travaille sur un brûlage superficiel de quelques millimètres. C'est ça. Vous proposez du coup différentes finitions, j'imagine, de yakisugi. Enfin, déjà différents niveaux de brûlage. Et est-ce que vous vendez le bardage brut, protégé ou pas? Et à qui? Ça fait beaucoup de Alors, questions en une, ça. Alors, on propose trois types de finition chez nous. Le bois reptile, la version finie reptile, carbone ou bronze. Donc, on brûle toujours de la même façon pour vraiment brûler bien le bois en profondeur. Et après, la différence qu'il y a entre bois brûlé reptile, donc c'est non brossé, carbone, c'est légèrement brossé et bronze, c'est fortement brossé, on va dire comme ça.
Et ces trois finitions, vous les adaptez à plusieurs essences? Alors, on fait principalement du sapin ou du Douglas. Mais bah, typiquement, cette semaine, on va attaquer un brûlage avec du mélèze. C'était ma question suivante. Pas de Voilà, mélèze. donc on fait mélèze ou Douglas. Moi, je mets les essences, ces deux essences plus ou moins euh, équivalentes au niveau durabilité. En sapin blanc, on est un petit peu moins bon, mais il faut bien qu'elles soient protégées. Puis on s'aperçoit que les façades qui ont 40 ou 50 ans, qui sont en sapin blanc, elles sont quand même toujours là. Donc, on est déjà très, très performant. Et quels sont vos clients du coup sur le Yakisugi Eco Noir? Alors, la plupart du temps, ce sont des charpentiers, mais via des projets, c'est tout le temps lié à des projets, via des bureaux d'architecture avec qui on travaille ou on fait de la prescription pour proposer aussi bien nos différents types de bardage, dont le bois brûlé. Qu'est-ce que j'oublie. Donc tous les types de bardages sont mis en fait, sont proposés et ensuite c'est le prescripteur qui fait son choix entre l'éco-gris, l'éco-noir ou des d'autres types de traitements, c'est ça? Oui, exactement. Mais après, c'est en fonction de d'où sera le projet, quelle est la sensibilité de l'architecte et des clients finaux aussi, hein, évidemment. Mm. Donc du coup, c'est une production à façon en fonction d'une commande précise. Est-ce que vous commandez, est-ce que vous pouvez répondre à des demandes de privés, par exemple des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont un projet de Yakisugi et qui ne savent pas, on me pose souvent la question, où est-ce que je peux acheter mon bardage en bois brûlé? Alors si des gens sont, je sais pas moi, effectivement en Alsace ou territoire de Belfort ou dans une zone proche de chez vous ou dans le Jura, est-ce qu'ils pourraient vous contacter et vous demander un projet pour peut-être, je sais pas moi, mettons 50 mètres carrés de bardage? Est-ce que vous répondez à ce type de demande ou est-ce que c'est trop petit? Non, non, on en fait pour des particuliers ou des. Alors, c'est moins des des auto-constructeurs parce qu'en Suisse, c'est pas très développé par rapport à tout ce qui est assurance, etc. C'est pas, voilà, ça se fait pas. Mais par contre, des gens qui posent leur bardage ou pour la rénovation d'un bâtiment existant, ou ils veulent faire un grand garage ou un bûcher ou une maison de jardin, ça, on l'a déjà fait. Oui, oui, tout à fait. D'accord, donc vous pouvez répondre à des demandes précises sur des chantiers de particuliers également. Oui, on fait rarement, on n'a pas de stock, mais ça c'est valable pour la plupart de nos produits, à part vraiment les produits standards, mobilier, etc. Mais pour les bardages, on a très peu de produits stock parce que le but c'est, on se positionne plutôt en spécialiste de bardage pour répondre à la demande et on doit s'adapter au projet et non adapter le bardage, adapter le bardage industriel à un projet. C'est l'inverse. D'accord. Ce qui fait que il faut bah, vous contacter. Si on a un projet, il faut vous contacter assez en amont pour laisser le temps de production se faire et pas s'y prendre à la dernière minute et dire ah je veux mon bardage pour la semaine prochaine. Ça c'est pas possible. Non, exactement. Bah, il faut quand même le temps de scier le bois. Bon, on a du bois qui est déjà scié pour certaines productions qui nous permet de répondre déjà à pas mal de choses, mais typiquement les Douglas, par exemple, c'est comme on ne sait jamais la largeur, le choix du profil, la largeur, la longueur des lames, bah, on fait du sur-mesure. Ça c'est un vrai avantage effectivement. Tu brûles avec quoi du coup le bois? Alors, au gaz. Au gaz. C'est Ouais. ça. Technique donc adaptée à un mode de production en Industriel. volume. Mm. Ouais. Donc, on a développé ça il y a bientôt 4 ans, plus que 4 ans, bientôt 5 ans, je crois. Et comme on avait déjà les différents types de traitements, il y avait eu plusieurs demandes et puis on en a parlé avec la direction et puis on s'est dit, bah, je pense qu'il faut se lancer, ça nous apportera un petit peu quelque chose de nouveau, on sera les seuls en Suisse, au moins de garantir. Tout le groupe, en fait, on a vraiment une image de notre charte de qualité et de notre directive, c'est l'utilisation rationalisée, les approvisionnements et gérer la forêt. euh, Là, il faudra couper, c'est pas très bon. Euh, notre charte, c'est rationaliser la production avec une provenance locale
Et donc là, ça nous permet de vraiment garantir la provenance des bois. Donc tous les bois qu'on utilise pour le bardage en bois brûlé, c'est vraiment des bois locaux, des bois suisses, 100% bois suisse. D'accord. Et une dernière question sur cette partie-là, le yakisugi, donc votre éco noir, comment vous le proposez en plusieurs finitions, c'est ça? Alors, il y a les finitions brossage, brûlage, mais également les protections que vous allez appliquer dessus. Je dis ça parce que je connais un petit peu la réponse. On a travaillé pendant plusieurs années sur des tests ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des types de finition, des avantages et des inconvénients de chaque type de finition Alors, au niveau de la mise en œuvre hein, industrielle et de la durabilité? ouais, alors au niveau depuis le début, on a fait des tests parce qu'en fait, bah, l'inconvénient du bardage en bois brûlé, bah, tout le monde arrive avec, ils veulent toucher le bardage en bois brûlé, puis ils disent, bah, les clients ils disent, bah, ça tâche. Donc, on sait très bien que on doit livrer un produit qui est semi-fini pour les charpentiers, que le charpentier puisse le poser, et puis après, il va être mis en place sur la façade. Donc, depuis le début, on a essayé de trouver des produits plus ou moins écologiques de protection de ce bardage pour éviter qu'il tâche. Donc, avant, on travaillait vraiment sur des produits à base aqueux parce qu'on ne voulait pas des produits avec des solvants, parce qu'on n'est pas équipé aussi au niveau des normes ATEX pour la responsabilité incendie. Donc, on travaillait avec des produits aqueux. On en a essayé pas mal. On a essuyé un petit peu les plâtres avec certains. D'autres continuent de marcher. Mais depuis le début, on a travaillé. J'ai fait des tests avec de l'huile de thym dès le début avec toi. Et au bout de 4 5 ans, 4 ans, on s'est aperçu que les bardages très fortement huilés étaient quand même plus résistants à très long terme. Parce qu'aujourd'hui, ben, ce qui se passe, c'est que tous les autres produits, c'est des produits qui sont quand même un peu filmogènes et qui durcissent le bois brûlé, surtout le reptile, la version craquelée, parce que nous, c'est celle qu'on fabrique le plus. La version craquelée, ben, en fait, le dessus de la craquelure, elle est protégée, mais ensuite, à l'intérieur, quand on commence de regarder bien en profondeur, ben, en fait, ça fait comme une petite mousse à l'intérieur. Et l'avantage de trouver un produit hydrophobe, donc tous les produits à base d'huile, bah c'est en fait c'est que cette mousse, elle colle bien et puis elle est liée complètement au bois. Et on s'est aperçu que bah, justement, elle tenait mieux à long terme. Tous les tests que tu as fait, qui m'avaient montré lors de ma visite, ça m'a Mhm. vraiment beaucoup fait réfléchir. Je me suis posé la question, mais pourquoi en fait? C'est quoi la différence fondamentale entre cette huile de tongue et les produits à base d'eau que tu avais utilisés? Et une de mes réponses, après avoir bien cogité là-dessus, c'est que dans l'huile, ben, on n'a que de l'huile. Il n'y a pas d'évaporation. Donc il y a une Mhm. catalyse, il y a une modification des acides gras à l'intérieur de l'huile qui font que l'huile va durcir, mais elle reste résiliente, un peu comme une gomme. Mhm. Et il n'y a pas d'évaporation. Donc 100% de ce qu'on met sur cette croûte en bois brûlé va y rester, avec certainement une légère diminution de volume, mais finalement très peu. Alors qu'à comparer un produit en phase aqueuse ou en phase solvant, c'est pareil. C'est grosso modo une poudre hein, de polyuréthane généralement qui est dissoute dans à peu près 40 à 60% de volume. Et donc ce 40 à 60% de volume, il n'est là que pour convoyer la poudre dans le support, dans le bois. Et au final, bah, il y a une évaporation. Donc ça remonte, lors de l'évaporation, ce liquide remonte et forme cette croûte de sucre glace en fait en surface Mhm. et donne une impression. Donc alors ça marche très bien pour sceller en surface toutes les poudres de carbone et faire que ce soit propre au toucher. Ça fonctionne très bien. Mais il y a une certaine fragilité parce que dans la structure en dessous, on n'a pas assez de poudre qui reste dans la profondeur du carbone. Et ça m'avait marqué quand tu m'avais montré cet échantillon qui avait subi, enfin les échantillons qui avaient subi une forte grêle un été. Tu peux nous en Mhm. parler de Oui, cet tout à fait. échantillon, de ces échantillons? Oui, tout à fait. Il y a exactement, et ça c'est le phénomène ben, de tous les produits qui sont à base d'eau, parce qu'en fait l'eau est le vecteur pour transférer le produit en lui-même. Mais je pense qu'il y a
un deuxième phénomène qui, pour moi, est encore plus important, en fait, c'est le phénomène hydrophobe. Parce qu'en fait, tous les autres produits sont des produits à queue et il y a l'eau, elle reste quand même dessus longtemps, elle court dessus. Alors qu'avec l'huile, on est quand même dans des grammages qui sont relativement, voire très importants en fonction de la finition au niveau du grammage de l'huile. Mais il y a toujours cette huile en profondeur et ce gras qui est dedans et l'eau, elle court dessus, elle rentre pas dans le bois. Donc il y a une double protection, je pense aussi. Effectivement, effectivement. Et comment est-ce que tu peux expliquer ce qui s'était passé après cette grosse averse de grêle, donc un orage de grêle estival qui avait endommagé les échantillons, et de quelle manière Alors, ils avaient été endommagés? Alors bon, on a eu plusieurs facteurs météorologiques défavorables, mais on va dire à tous les ouvrages, même à nos voitures, hein. Il y a eu des gros orages euh, ces dernières années et il y a pas de recette miracle non plus. Même les façades en tôle, elles étaient quand même toutes martelées. Les façades en bois, sans parler de bois brûlé, elles sont complètement martelées. Donc les assurances rentrent en compte. Et puis après, il peut y avoir ou un changement du bardage ou un sablage, et puis après avec des teintes supplémentaires. Mais il n'y a pas que le problème de la grêle sur le bois brûlé, hein. C'est un phénomène qui est connu pour toutes les façades, même de la tôle. On a eu des façades tôle qui étaient complètement fichues aussi, hein. Ouais. Alors moi, ce que je me souviens sur un des échantillons, donc ils étaient pas complètement à la verticale, hein, c'était pas des échantillons de bardage qui étaient posés sur une structure. Non, Ils ils sont avaient à une légère 45. pente, Hmm. voilà. Donc ils étaient très exposés justement à cet orage de grêle. Ouais, Et la grêle a cassé cette croûte en fait sur certains échantillons qui avaient été faits avec des produits à base de d'eau, qui ouais, étaient plus filmogènes. Et les grêlons étaient passés par derrière cette croûte. ouais, L'huile de tongue avait des impacts, mais des impacts qui étaient restés finalement beaucoup plus faibles, beaucoup moins visibles que cette croûte qui avait été vraiment perforée comme la tôle par, euh, par cette ouais. grêle. Ouais, en fait, comme on est avec les produits à queue, on est plus sur des produits qui sont comme des films, hein, c'est filmogène. L'inconvénient, c'est que quand il y a une rupture du film, le petit morceau de particules tombe. Alors on s'aperçoit qu'avec à long terme, avec du recul, que les bardages qui sont traités avec des huiles, ils sont plus résistants. Alors, on a fait des tests avec des autres huiles, hein. Mais tous les problèmes avec les huiles de lin, c'est qu'elles ne sèchent pas du tout par rapport à l'huile de thym. Même si l'huile de thym met des semaines à sécher, elle sèche quand même parce on est quand même dans des grammages qui sont au-delà de 300 grammes par mètre carré. Donc, on charge, hein. C'est ça. Ça, c'est vraiment Alors, l'huile de lin, normalement, elle est censée sécher, hein, mais elle n'est pas aussi, déjà, elle n'est pas aussi visqueuse que l'huile de tongue. Hum. Donc, elle garnit moins. Euh, Suivant l'huile de lin, elle a un indice d'iode, hein, c'est la mesure pour savoir la cicativité d'une huile. L'indice d'iode chez l'huile de lin est très variable d'une production à une autre. Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'il doit y avoir des facteurs peut-être de pressage ou de sol ou les deux. Et en tout cas, on a une possibilité d'indice d'iode qui est assez large, un spectre possible assez large. Alors que sur l'huile de tongue, c'est assez serré. Et quoique d'où vienne l'huile, qu'elle vienne du Paraguay ou de Chine, c'est à peu près la même chose. On a effectivement des grammages, comme tu le dis, très importants pour gorger complètement cette couche de carbone. Et en même temps, c'est un frein, effectivement, pour la production industrielle, le temps de séchage de l'huile de tongue. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est quand même une finition qui est ultra top pour le bois brûlé Yakisugi. Et en France, il y a eu également des tests qui ont vraiment conforté cette appétence du bois brûlé particulièrement, du bois en général, mais du bois brûlé en particulier pour l'huile de tongue. Donc voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans Bien dans sûr. les deux produits. Donc le Hum. premier, base eau, filmogène, il va sécher plus vite, il va être facile à expédier rapidement sans que ce soit sale. Le deuxième, huile de tongue,
effectivement, c'est un petit peu plus technique à ce niveau-là, où vaut mieux huiler en fin de chantier, par exemple, pour pouvoir bah, avoir ce côté propre et ce carbone qui va rester fixé plus longtemps sur la partie dure du bois. Oui, tout à fait. Mais ces tests-là m'ont vraiment, les tests que tu as réalisés pendant plusieurs années, hein, parce qu'on a discuté quand même peut-être pendant, je me souviens peut-être 2 ans avant que tu commandais des petites doses, tu faisais tes tests, t'attendais un an, tu revenais vers moi, on discutait, et puis hop, tu refaisais un test. Ça a été long et ça m'a fait beaucoup progresser. Donc j'ai bien aimé cet échange qu'on a eu pendant ces années-là, parce qu'on était vraiment tous les deux sur le test, sur vraiment pas se fier à ce qu'on peut trouver sur Internet ou je sais pas quoi, ou les dires de l'un ou de l'autre, mais vraiment à regarder comment ça se passe dans le temps, tel produit versus tel autre, et pour essayer de se faire une idée précise. Et ça a fait beaucoup avancer, je trouve, la connaissance sur le bois brûlé et la protection bois brûlé huile de tongue. Donc, bah, je te remercie. Je profite de ce podcast pour te remercier là-dessus parce que ça a été vraiment profitable pour tout le monde en fait. Euh, Maintenant, quelle serait toi ta vision pour le yakisugi? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché du yakisugi? Est-ce que tu penses que c'est un marché qui est en expansion, qui vaut le coup d'être mis en avant? Est-ce que tu penses qu'il y a un effet de mode? Est-ce que tu penses qu'on pourrait mieux professionnaliser ce secteur? Est-ce que tu as des idées, des choses à partager par rapport spécifiquement au bois brûlé? Alors, je pense que le bardage en général au niveau mondial et au niveau surtout européen, on va dire, parce que les États-Unis, je connais moins, mais européen, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de façades en bois qui reviennent. Le bardage en général et même la construction bois est de plus en plus utilisée. Après, le bardage en bois brûlé, c'est un produit qu'il faut bien vendre, c'est-à-dire qu'il faut pas mentir. Faut pas mentir envers les gens. Il faut bien expliquer. Et ça, je pense que c'est la clé de réussite même de tous les autres produits. C'est de bien expliquer les avantages et les inconvénients. Et puis, on tombe sur des gens qui sont, s'ils sont sensibles à l'environnement, ils veulent pas faire trop d'entretien, et puis s'ils veulent du noir, c'est intéressant. Si les gens ils disent, ah, mais moi, je veux jamais qu'il y ait une petite saleté, je veux que mon bardage il soit beau comme le premier jour et que je veux, dans 5 ans, de toute façon, moi, je veux tout repeindre, il ne faudra peut-être pas les orienter sur ce genre d'ouvrage avec un type de bardage. Alors, c'est un petit peu plus difficile, je pense, sur la Suisse, parce que les maisons sont très, très chères quand même. Et les gens, des fois, au niveau du premier abord, des fois, c'est souvent les architectes qui mettent en avant le bois brûlé. Donc, nous, on l'explique bien, mais il faut que vraiment tous les parties prenantes, depuis le client qui aura sa maison, l'architecte, le charpentier, tout le monde soit bien au courant de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se poser, comment ça va vieillir. Puis, si tous les acteurs sont bien au courant et le feu vert est ouvert pour tous, là, on peut y aller. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on peut avoir très rapidement des gens qui ont été mal conseillés, mais c'est valable pour tous les autres produits, hein, que ce soit des façades ou des maisons ou des voitures, peu importe. Mais s'ils ne sont pas conseillés correctement, ils seront mécontents et puis c'est eux qui vont pas nous polluer, mais faire des remarques en disant c'est pas beau le bardage en bois parce qu'il grisonne, le bardage en bois brûlé parce qu'il est noir et puis il tache. Voilà. J'ai un petit exemple d'un client qui est venu un jour, puis je lui dis, mais vous savez ce que c'est le bois brûlé? Puis je commence de lui expliquer. Il me dit, mais c'est pas la peine de tout m'expliquer. Moi, j'ai déjà brûlé 2 cabanes dans le fond de mon jardin. J'ai 2 cabanes en bois brûlé que j'ai brûlé au chalumeau. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire ma maison comme ça. Bon, voilà. La réponse, elle était claire. J'avais pas besoin de me soucier. Il savait qu'est-ce qu'il voulait faire, où il voulait aller. Puis, il voulait passer à l'étape au-dessus, avoir un projet complet pour toute sa maison. Donc beaucoup de pédagogie, effectivement, ça c'est primordial. C'est valable pour tous les produits aujourd'hui, hein. On est submergé par les vidéos, les audios, les images et puis les publicités qui sont, je pense, vraies pour une utilisation ou des utilisations, mais pas pour tout le monde, dans tous les domaines. Et là, je pense que c'est de plus en plus dur de se faire un avis juste
Et donc, c'est notre devoir en tant que professionnel, si on veut que la branche de la construction bois continue de bien travailler et pas une image de façade, de vieilles façades qui vieillissent mal, en fait. Tout à fait. Et c'est ce que je m'applique à faire, moi, vraiment, avec, en partageant, par exemple, Bien sûr. tes recherches, etc. Et puis en allant toujours à la source pour aider tout le monde à se faire une idée. Et c'est vrai que ce produit-là, le Yakisugi, ça correspond pas à tout le monde, ça correspond pas. Et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que c'est une proposition parmi tant Bien sûr. d'autres Mm. et qui va séduire un type de public et qui va en repousser un autre. Et il faut absolument être assez clair, assez pédagogue pour repousser cette partie du public pour qui le yakisugi n'est pas la solution idéale. Mm. Et c'est par la discussion et la compréhension des projets des personnes, par la formation et l'éducation des architectes, des prescripteurs, et donc il y en a de plus en plus qui sont vraiment au courant et qui connaissent ce produit-là, donc qui en parlent bien. Mais c'est vrai qu'on est aussi pollué par des images Instagram ou Pinterest de villas somptueuses aux États-Unis ou au Canada construites en yakisugi. Un yakisugi qui, on ne sait pas s'il est durable, on ne sait pas comment il est protégé, combien de temps il va durer, parce qu'une photo d'architecte, c'est toujours photographié au moment de la remise des clés. Mais bizarrement, on n'a pas. Moi, j'aimerais bien avoir des photos 5 ans après, 10 ans après, pour voir aussi comment ça vieillit. Et c'est pas une insulte de voir que ça a bougé, que le projet est différent, que la végétation a grandi, etc. C'est aussi la vie d'une maison. Donc il Ouais, faut tout à fait. penser à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour voir comment ce bâtiment va pouvoir se modifier avec le temps, avec l'esprit wabi-sabi peut-être des Japonais, dont j'adore m'imprégner. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres histoires à nous partager autour de ce yakisugi qui nous passionne tant tous les deux? Bah, actuellement, on est en train de finir un gros projet qui a pris un peu de retard par rapport à des permis de construire, mais on avait livré une partie, un très gros projet, plus de 2000 mètres carrés, tout proche de l'aéroport, au sud de l'aéroport de Genève. Donc, il y aura un très, très gros bâtiment, un bâtiment qui va recevoir du public. Et là, il va être complètement revêtu de bardage en Douglas, version reptile avec de l'huile de thym partout. Donc là, Waouh. il y a plus de 2000 mètres carrés de façade qui sont en train d'être installés, mais voilà, d'être Bon, posés. bah, tu nous partageras les photos expressément parce que là, je crois qu'on a tous envie de voir ce bâtiment avec 2000 mètres carrés de yakisugi en version reptile, protégé à l'huile de tongue. En plus, moi, je veux voir ça, hein. D'accord. Est-ce que tu as d'autres histoires encore à nous partager? Non, non. Après, il faut faire industriellement, faut faire attention parce que c'est quand même bah, il y a le feu, hein, donc c'est sûr qu'il faut mettre en place des protocoles de protection et puis de incendie en place, surtout dans des usines d'industrie du bois. Donc, il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe comment, parce que ça pourrait être dramatique pour les entreprises. Bien penser à tout ça. Tout à fait. C'est comme lorsque des personnes me disent, ah, j'ai déjà installé mon cabanon ou ma cabane de jardin et j'aimerais bien la brûler. Je peux la brûler sur place? Et non, non, là, c'est clair que c'est beaucoup trop dangereux. Le feu peut couver à n'importe quel endroit dans un interstice et redémarrer plus tard. Donc ça, c'est strictement interdit. Il y a la question des poussières aussi, hein, qui se pose lors Ouais. du brossage. Donc là, j'imagine que vous avez des installations particulières pour aspirer toute cette poussière qui est vraiment énorme, hein. Là, on rigole pas. C'est pas comme quand on ponce du bois où déjà on a beaucoup de poussière, mais alors là, c'est un volume carrément différent. Et en plus des poussières carbonisées. Ouais, alors c'est sûr qu'on a des gros aspirateurs et on a des filtres, mais les poussières de bois brûlé, en fait, le bois brûlé, c'est des poussières qui sont grasses. Et c'est pas facile de récupérer facilement. Ça a tendance à beaucoup boucher les aspirations parce qu'en fait, c'est très gras le carbone. En fait, on n'imagine pas vraiment ça, mais c'est relativement gras. C'est pas comme une poussière de bois qui est très volatile. Alors, il y a une partie volatile, mais il y a une partie très grasse et ça a tendance à colmater pas mal les aspirateurs. Et du coup, il faudrait peut-être adapter les filtres pour pouvoir réussir à
Ou Bah, alors il y a un entretien, prévoir un entretien qui est plus régulier sur non, les. il faut dépoussiérer les filtres en permanence, faut nettoyer les filtres et puis on utilise aussi on travaille des filtres à l'eau. Donc on passe dans de l'eau à travers pour récupérer les grosses particules pour éviter de. Mais ouais, c'est pas facile. Ah oui, ok. Un peu comme des rideaux de peinture, c'est ça, pour filtrer les particules de peinture? Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mm. D'accord. Ouais, je ne savais pas non plus que c'était gras. J'avais pas pris la mesure de ce côté gras. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que ça colle sur les filtres, ouais, ouais, ça effectivement. colle énormément. Ouais. Et surtout qu'on brosse, on en brosse quand on commence de faire des grosses séries. Une maison familiale, c'est environ 250 mètres carrés. Donc, Oui, suivant le type de finition, bah, nous, on a dédié carrément un coin d'une halle pour faire du bois brûlé parce que c'est tellement salissant que dans le reste de l'industrie, on ne l'amène pas de l'autre côté où on a le parquet, la fabrication des parquets. Donc, c'est interdit d'aller se balader avec du bois brûlé de l'autre côté. ah, ça c'est sûr. C'est pas un boulot très propre quand on commence à brosser, parce que si on brosse pas encore, ça va, mais dès qu'on commence à brosser, là, c'est l'horreur. Et puis, il faut bien dire aux clients aussi qui vont recevoir le bois brûlé quand le bois il est bien huilé, malgré tout. Donc, il reste quand même gras pendant des semaines, hein. Donc, l'outillage, ben, il faut prévoir aussi d'utiliser des outils qui sont un peu, peut-être pas les derniers outils, les derniers cris, mais des anciens outils parce qu'ils vont être fortement tachés, voire très noirs. Effectivement. J'avais emprunté un cloueur pour faire le bardage de ma maison à un collègue menuisier. Bon, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à le nettoyer à la fin du chantier. Je l'ai nettoyé à l'huile d'orange. J'ai réussi à en enlever une bonne partie. Huile d'orange plus laine d'acier. Mais ça a été vraiment galère. Ouais. Donc, effectivement, c'est un très, très bon conseil, ça, de ne pas utiliser ni les vêtements dernier cri, ni les outils dernier cri et de Voilà, prendre plutôt des outils de seconde main ou qui ont déjà eu leur vécu, qui sont dédiés uniquement à ça, parce que exactement. c'est vrai que c'est très salissant. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François. J'ai été ravi de ce podcast et de tout ce qu'on a pu partager. J'espère que ça a intéressé tous nos auditeurs, que ceux qui ont des projets de maison vont pouvoir réfléchir et avoir du grain à moudre pour mieux comprendre leurs projets, savoir si ça correspond vraiment à leurs attentes. Cette partie vieillissement des bois, j'ai appris plein de choses moi aussi sur notamment des bois grisés. Je me souviens que j'avais vu des bois dans les étendus dans les prés à côté de l'usine. Je m'étais demandé à quoi ça servait. C'était l'éco-gris de chez Corba. Donc plein de bonnes choses pour vous, pour cette industrie du bois qui se porte visiblement bien du côté du Jura suisse, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça fait du bien d'avoir des nouvelles positives d'un sieur qui marche bien. Ça peut peut-être inspirer aussi des scieries françaises un petit peu à la peine parfois, parce qu'on a vraiment besoin de scieries en France, de scieries performantes et qui puissent transformer, pourquoi pas, ce bois sur place. Moi, j'ai bien aimé ce côté chercher le bois à côté de chez nous, le transformer jusqu'à faire du parquet, du bois brûlé. Voilà, ça m'a passionné. Donc, merci beaucoup, Jean-François, et à très bientôt pour un nouveau podcast. Yaki quoi. Je te laisse le mot de la fin. Merci Guillaume et puis ben, bon vent à ton nouveau podcast. Merci, Jean-François. À très À bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir à tous et à toutes.